Vendredi 3 décembre 2021, mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. L'État actuel soutient les efforts des entreprises malagasy dans la promotion de l'industrie locale. L'inauguration de la nouvelle infrastructure de l'entreprise Star s'est tenue aujourd'hui sous le parrainage du président de la République, André Rajoelina. L'État encourage les entrepreneurs et opérateurs malagasy à s'investir dans le pays, car c'est le seul garant de la création d'emplois et atteindre l'indépendance, selon le président de la République. Reportage de Judical Ranjenirin et Andoura Zajebe. L'usine d'Amatulamp est une industrie moderne, performante, se développant suivant la technologie. Elle figure parmi les plus grandes industries de Madagascar. La mise en place de nouveaux matériels de production au sein de cette usine contribue à augmenter à 1 900 000 litres la production en boissons pour le marché local. La coopération entre les paysans agriculteurs qui approvisionnent en matières premières comme l'orge s'intensifiera également. Outre les taxes versées dans les recettes de l'État, l'industrialisation locale est un facteur de développement, une des raisons pour laquelle l'État la soutienne. Ce qui est important pour l'État malagasy aujourd'hui, c'est précisément la création massive d'emplois. C'est pour cette raison que nous encourageons les industriels à implanter des usines dans tout Madagascar. Et d'ailleurs, dans 10 jours, nous allons organiser un sommet, une rencontre avec les industriels à Madagascar afin que l'État puisse mettre en place le plan d'industrialisation de Madagascar et faciliter aussi tout ce qui est taxation que l'État prendra en charge. Comme je le dis toujours, notre patrimoine foncier doit être valorisé, exploité pour créer de l'emploi et atteindre... L'extension de cette usine à Amatulamp concorde également avec la vision de l'État sur le programme ODOF. Plus de 1500 agriculteurs de la région Vaknakarach approvisionnent la société. À travers cette extension, l'usine d'Amatulamp pourra produire toutes les boissons produites par l'entreprise centrale. En parallèle, l'entreprise a réhabilité 2,8 km sur la RN7 dans le cadre de la réalisation de ses responsabilités sociétales. Les entreprises privées jouent un rôle important dans le développement du pays et de la population, a expliqué le président de la République. L'événement de ce jour démontre que c'est la coopération entre l'État et le secteur privé qui contribue à la réalisation des Velran, notamment l'essor des industries pour un Madagascar moderne. Et la Jirama a procédé hier 2 décembre 2021 au paiement des 637 587,1 $ selon un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Il est à rappeler que cette somme a été réclamée par la Banque mondiale dans sa lettre adressée au ministre de l'Économie et des Finances en date du 16 novembre 2021 pour le remboursement des dépenses inéligibles relatives au projet d'amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l'électricité au Pagos. Et dans les actualités politiques, la rencontre entre les membres du gouvernement et les députés s'est poursuivie aujourd'hui au CCI IVAT. À l'instar de l'entrevue d'hier, les députés ont aujourd'hui souligné les questions d'insécurité, d'approvisionnement en eau et de demande d'infrastructures. La plupart d'entre eux ont par la même occasion loué les efforts déployés par le gouvernement. Reportage signé Radramananzatov et Anzar Radonarville. Les députés ont souligné pendant leur rencontre avec les membres du gouvernement aujourd'hui au CCI-VAT que les points concernant les fiches individuelles de bovidés, le trafic d'enfants albinos ou varir, ainsi que les enlèvements rapportés récemment en termes d'insécurité doivent être suivis de près. Et bien que les forces de l'ordre aient déjà pris des dispositions nécessaires pour réduire cette insécurité, les mesures doivent tout de même être renforcées. Par ailleurs, les questions sur les problèmes d'approvisionnement d'eau ont été soulevées par les députés aujourd'hui. Ces derniers ont également loué la réalisation d'infrastructures dans divers districts. À noter que le temps de parole de chaque député pendant cette rencontre a été augmenté à 5 minutes contre 3 minutes auparavant. Et Madagascar a bénéficié d'une aide financière de la part de la République fédérale d'Allemagne dans le domaine de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, le développement communal et la décentralisation, le soutien aux petites et moyennes entreprises suite à une convention diplomatique bilatérale entre les deux pays. Madagascar a également bénéficié d'une aide supplémentaire dans le cadre du projet Un seul monde sans fin. La signature du procès verbal de négociation de cet appui financier
s'est tenue aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Anoussi. Reportage. Une aide financière de 74,5 millions d'euros portant sur 3 domaines, à savoir la protection de l'environnement et des ressources naturelles, le développement communal et la décentralisation, le soutien aux petites et moyennes entreprises, et une aide supplémentaire de 18,18 millions d'euros dans le soutien pour la lutte contre la faim à travers le projet Un seul monde sans faim. La lutte contre la Covid-19 est également soutenue par cette aide financière de la République fédérale d'Allemagne. Selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, la coopération entre les deux pays s'améliore et reste fructueuse. Les échanges intenses et approfondis se sont déroulés dans un climat très cordial et fraternel. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous remercier également et l'équipe de l'ambassade d'Allemagne et de l'agence de coopération allemande à Antananarivo pour votre engagement sans faille aux côtés de la population et du gouvernement et de l'ensemble du gouvernement malagasy. Il s'agit d'une opportunité pour les deux parties d'avoir les échanges ayant pour objet l'évaluation de la coopération, aussi bien dans sa forme que dans la mise en œuvre des projets y afférents, et ce dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Les négociations ont duré 2 jours. La convention relative à cette aide financière a été signée aujourd'hui dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Et dans les actualités sociales de ce jour, la ville de Wenzhou, du sud-est de la province de Zhejiang, en Chine, accueillera désormais la commune urbaine d'Antananarivo après que la convention de jumelage ait été signée aujourd'hui. Cette ville est l'une des plus puissantes et développées dans le monde aussi. L'accord s'est porté sur le plan économique ainsi que sur le soutien aux entreprises privées. Reportage de Sylvain sur les images de Secha Angelabou. Malgré les kilomètres qui nous séparent de Wenzhou, cette ville du sud-est de la province de Zhejiang, en Chine, sera désormais plus proche d'Antananarivo suite au jumelage effectué aujourd'hui. Wenzhou, une commune des plus développées dans le monde, appuiera, partagera des compétences et facilitera les échanges commerciaux entre Antananarivo. Mais l'accord ne se limitera pas au domaine économique car il s'étendra également au domaine social. Rappelons que Wenzhou fait partie de ceux qui sont venus en aide à la commune urbaine d'Antananarivo durant les périodes de confinement. Nenadja Titouen, maire d'Antananarivo, et le maire de Wenzhou ont procédé à la signature de jumelage aujourd'hui. Restons toujours au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo où la collecte des déchets qui s'accumulent dans la capitale sera intensifiée, a déclaré aujourd'hui le maire de la commune urbaine d'Antananarivo. Selon ce dernier, les pannes des camions poubelles à cause de la vétusté de ces matériels de la société municipale d'assainissement est à l'origine des problèmes auxquels la commune a dû faire face pendant 15 jours déjà. Mais tout cela va rentrer dans l'ordre étant donné qu'actuellement la commune loue des camions. En outre, la commune urbaine d'Antananarivo va bénéficier aujourd'hui d'un soutien matériel à travers le projet Produire du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Reportage signé Aniena Martina et Enza Aranjiansu. La commune urbaine d'Antananarivo gère la société municipale d'assainissement, ancien SAMVA, depuis maintenant 6 mois et une amélioration dans la gestion des déchets de la capitale a été constatée. Cependant, ces 15 derniers jours, les déchets ont recommencé à s'entasser dans la commune urbaine d'Antananarivo. Selon les explications du maire aujourd'hui, la panne de certains camions poubelles en est la raison. En effet, les matériels de la société municipale d'assainissement datent, ajoute-t-il. À cet effet, les matériels dans 4 camions et d'autres équipements, au nombre de 3000 octroyés par le projet Produire du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers aujourd'hui, devront aider la société municipale d'assainissement et la commune urbaine d'Antananarivo dans l'assainissement de la capitale. D'après les informations, un financement de la Banque mondiale s'élevant à $750 000 a permis à la CUA de disposer de ces matériels. Soulager le quotidien de la population, tel est l'objectif de la construction et la réhabilitation des routes et des infrastructures d'assainissement et d'hygiène par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers et des partenaires financiers, notamment l'Union européenne. Le reste des financements de la construction de la rocade d'Yariv a servi à la construction de ces infrastructures selon le ministre de tutelle. Ainsi, la réception provisoire de ces infrastructures routières et d'assainissement s'est tenue aujourd'hui. Reportage sur les images de Nzara Ranjiansu.
La réhabilitation et le bitumage des routes reliant la rocade d'Yariv au Mari Masai, les routes d'Amadou Bey et d'Analamaïns et celles de l'Ansan, la construction de 19 bornes fontaines, de 6 bassins et de 2 toilettes publiques, ce sont les réalisations du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers et des partenaires au niveau de l'Union européenne, dont la réception provisoire a été effectuée aujourd'hui. Des réalisations effectuées grâce au reliquat dans le financement de la rocade d'Yariv. Selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, la construction de cette route a pu soulager le quotidien de la population et améliorer leurs conditions de vie. Des infrastructures aux normes et qui sont faites pour durer, a-t-il ajouté. Le représentant de l'Union européenne a pour sa part affirmé que l'Union européenne et ses pairs ont toujours aidé le pays dans son développement. On améliore la vie par une meilleure mobilité. La rocade, c'est un exemple, un espace où la fluidité urbaine passe et les hommes et les marchandises passent. Mais c'est aussi par des services de base. Services de base, on est derrière, vous avez un lavoir, mais il y a aussi d'autres choses qui ont été faites, mais aussi qui amènent un lien social et communautaire à l'intérieur des quartiers. C'est l'objet de cette visite, c'est de voir comment ensemble, avec bien sûr en premier lieu le gouvernement et le ministère de l'Aménagement du Territoire, mais aussi avec l'équipe Europe qui agit de façon concertée pour donner une cohérence au projet que veut développer le gouvernement de Madagascar. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers invite la population à préserver les infrastructures et les biens publics. Et pour terminer cette page sociale, 700 enfants de la commune rurale d'Anoussial ne possèdent pas encore d'acte de naissance. Ce document administratif qui, dans la détention, figure pourtant parmi les droits fondamentaux d'un enfant. Entre autres, cela lui est nécessaire pour qu'il puisse intégrer l'école. Pour autant, les procédures administratives semblent difficiles pour les parents dans les zones rurales, d'après ces derniers. Dans ce cadre, la commune d'Anoussial et l'association Kul'ain ont facilité la délivrance d'actes de naissance dans 18 Fukuntanti aujourd'hui. Reportage de Fiti Marcoufène et Yves Janel. La possession d'actes de naissance est un droit fondamental pour un enfant. Les parents ont exactement 1 mois après la naissance pour le faire au niveau de la commune. Mais le fait est qu'actuellement, bon nombre d'enfants ayant plus de 15 ans ne possèdent pas d'acte de naissance. C'est le cas de 700 enfants au sein de la commune d'Anoussial. D'après le maire, les parents, notamment dans les zones rurales, appréhendent les procédures administratives. Par ailleurs, certains ne se pressent pas et dépassent le délai d'1 mois. Le mariage illégal favorise également cette situation. La possession d'actes de naissance est nécessaire au développement du pays, d'après l'association Kul'ain. L'enfant en a besoin dès sa rentrée scolaire. Sans acte de naissance, donc, l'enfant ne peut effectuer les examens officiels. Et dans ce cadre, l'association avec la commune a procédé à une facilitation de délivrance d'actes de naissance à 426 enfants dans 18 Fuktang de la commune rurale d'Anoussial. Le père Sylvain Urfer est décédé ce 3 décembre 2021 en France à l'âge de 80 ans. Ce père jésuite était à la fois enseignant et écrivain. Il s'était installé à Madagascar en 1974. Il avait été curé de la paroisse Saint-Jérôme d'Anousbé entre 1980 et 2005. Le père Urfer avait dirigé l'association Foi et Justice. Il avait également été l'un des fondateurs du CEFAFI ou Observatoire de la vie publique. Il avait quitté Madagascar le 11 mai 2007 après avoir été expulsé par le régime de cette période. Le 26 novembre 2009, le père Urfer était revenu à Madagascar. Et 5 ans après la chute en Gambie de l'autocrate Yahya Jammeh, les victimes de l'ancien régime espèrent que le prochain président adoptera les recommandations du rapport Vérité et Réconciliation remis le 25 novembre. Une étape jugée décisive par les défenseurs des droits humains pour consolider une transition démocratique encore fragile. France 24. Cela fait 27 ans qu'elle porte son chagrin. Marong a 18 ans, 2 enfants, quand son mari est assassiné, accusé d'avoir tenté un coup d'État contre Yahya Jammeh. Je ne l'oublierai jamais. Je vivrai avec lui et mourrai avec lui jusqu'à ce que l'on soit enfin réunis. Marong a témoigné devant la commission Vérité et Réconciliation. Aucune personnalité de l'ancien régime n'a encore été inquiétée. Impossible pour elle de faire son deuil. Sans justice, je ne pardonnerai jamais. Même s'il me donne un sac plein d'argent en guise de réparation, nous ne pardonnerons jamais.
Tout ce que nous voulons, c'est que justice soit rendue. Meurtre, viol, torture, la commission Vérité et Réconciliation a mis en lumière les atrocités commises par le régime de Yahya Jammeh. Son rapport est entre les mains de la présidence qui a 6 mois pour prendre des actions. Pour cette militante des droits de l'homme, un procès est incontournable. Yahya Jammeh contrôlait tout, alors évidemment il doit être poursuivi. Donc quel que soit le nouveau président, nous voulons voir le gouvernement aider les victimes à sécher leurs larmes. Le président Adama Barrow est sous le feu des critiques depuis son rapprochement avec une aile du parti de l'ex-dictateur. Beaucoup de victimes craignent un statu quo s'il est réélu. Le gouvernement se veut rassurant. Les victimes n'ont pas à s'inquiéter. Le président Barrow a mis sur pied la commission de son propre chef. Il a ordonné cette enquête pour que la vérité éclate, pour qu'il puisse y avoir des réparations et pour ceux qui réclament la justice. Cela va naturellement avoir lieu. Quelle que soit l'issue du scrutin de samedi, le gouvernement gambien a moins d'1 mois pour rendre publiques les recommandations de la commission Vérité et Réconciliation. Les victimes du régime de Yahya Jammeh vont enfin connaître le nom de ceux susceptibles d'être poursuivis. Des premiers cas de transmission locale du variant Omicron ont été signalés ces dernières 24 heures aux États-Unis et en Australie, aggravant les inquiétudes concernant cette nouvelle souche du coronavirus déjà dominant en Afrique du Sud et qui pourrait le devenir en Europe. Reportage de France 24. Un test négatif de moins de 24 heures, en plus d'être vacciné, désormais requis pour entrer aux États-Unis. Avec l'arrivée du variant Omicron dans le pays, Joe Biden resserre le contrôle des voyageurs tout en se montrant rassurant. Je suis ici pour annoncer notre plan d'action pour combattre le Covid-19 cet hiver. Il ne prévoit pas de couvre-feu ou de confinement, mais une accélération de la vaccination et des tests. États-Unis, mais aussi Inde, Nigeria ou encore Islande, la vigilance est de mise aux 4 coins du globe. Car Omicron pourrait rapidement devenir majoritaire en lieu et place du variant Delta. Il va mettre un certain temps avant de s'installer en France et en Europe en général. Nous, on le situe au niveau du Conseil scientifique plutôt après, en début 2022. Beaucoup d'incertitudes demeurent sur ce nouveau variant, mais les autorités européennes de la santé estiment qu'il serait plus contagieux que les souches précédentes. En Afrique du Sud, où il a été identifié pour la première fois la semaine dernière, Omicron est déjà dominant. Le fait d'être contaminé antérieurement protégeait contre Delta. Et avec Omicron, ça ne semble plus être le cas. Nous pensons que les vaccins protégeront toujours contre une maladie grave. Partout alors, on cherche à intensifier les efforts pour limiter l'impact d'Omicron. La Corée du Sud impose de nouveau une quarantaine obligatoire à tous les voyageurs étrangers. L'Allemagne met en place de lourdes restrictions pour les non-vaccinés, en leur imposant un quasi-confinement sans accès au commerce non essentiel. La vaccination obligatoire est aussi envisagée dans tout le pays. L'Organisation mondiale de la santé attend de nouvelles données, mais se veut pour l'heure optimiste. Aucun cas d'Omicron documenté en Europe n'a contracté de forme grave de la maladie. Sur un tube de l'ère communiste signé par un diva punk, Angela Merkel, visiblement émue, a fait ses adieux aux forces armées à moins d'une semaine de son départ de la chancellerie. Son successeur Olaf Scholz prendra ses fonctions mercredi 8 décembre après 16 ans de règne de Merkel sur la politique allemande. France 24 nous en dit plus. La fanfare de la Bundeswehr, interprétant un tube de la diva punk Nina Hagen. Voilà la bande-son choisie par Angela Merkel pour faire ses adieux aux forces armées allemandes. Visiblement émue, la chancelière expliquait un peu plus tôt ce jeudi ce choix surprenant. La chanson a été un moment fort de ma jeunesse. Elle vient également d'Allemagne de l'Est et par coïncidence, elle est toujours jouée dans une région qui était ma circonscription, donc tout colle. Dans ce tube des années 70, Du hast den Farbfilm vergessen,
L'interprète reproche à son amant d'avoir oublié la pellicule couleur pour les photos de vacances. Des vacances qui sont peut-être dans un coin de tête d'Angela Merkel. Les 16 années passées en tant que chancelière fédérale ont été riches en événements et souvent très éprouvantes. Elles ont été exigeantes sur le plan politique et humain, mais en même temps, elles m'ont toujours comblée. Des adieux étonnants, empreints de nostalgie. Dans quelques jours, l'Allemagne tournera la page des années Merkel. Le social-démocrate Olaf Scholz prendra le relais à la mi-décembre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne. Bonsoir à tous. Au revoir.